Bonjour, bienvenue dans ce webcast distribué par le GUS et qui sera consacré à l'optimiseur de requêtes. Alors pour me présenter rapidement, mon nom est Sarah Bessard, je suis DBA SQL Server études et production depuis 2005, plus récemment Oracle et MCSE Data Platform. Donc SQL Server 2014 contient entre autres une nouvelle version de l'estimateur de cardinalité, en sachant qu'il n'y avait pas eu d'évolution majeure depuis la version 7. Donc pour faire simple, son rôle c'est d'estimer le nombre de lignes dans le processus d'optimisation d'une requête. Processus qu'on va décortiquer au cours de cette session. Alors qu'est-ce qui se passe quand une requête est soumise à l'instance? La première étape c'est le binding. On va vérifier qu'il n'y a pas d'erreur de syntaxe et qu'il n'y a pas d'expression réservée dans la requête. La seconde étape, c'est le binding. Il y a une résolution de nom qui se fait. Autrement dit, on va contrôler que les objets existent bien et puis on va également s'assurer que l'utilisateur qui exécute la requête est bien autorisé à accéder à ces objets. Et en sortie des étapes de parsing et de binding, la requête est traduite sous forme d'arbre logique. Donc à titre d'exemple, pour cette requête, l'arbre logique qui a été généré ressemble à peu près à ça. Donc en partant du bas, chaque branche de cet arbre représente une grande étape pour l'exécution de la requête. Donc on a deux entrées qui sont l'appel à table customer et l'appel à table order header, sur lesquelles on va effectuer une jointure à l'aide des colonnes customer ID. On va également appliquer un prédicat sur la colonne order date. Alors un prédicat, c'est une condition qui peut être évaluée à vrai ou à faux et qu'on retrouve dans la clause where et les jointures. Donc là, on ne va retenir que les commandes postérieures à 2006. Ensuite, on va appliquer une agrégation en faisant un groupe by sur les magasins et un comptage des commandes. Et en sortie, on va obtenir le nombre de commandes postérieures à 2006 ventilées par magasin. Alors si vous êtes curieux et que vous voulez avoir une vue purement SQL de l'arbre logique, vous pouvez utiliser le trace flag 8606 couplé au trace flag 3604 qui lui va permettre d'afficher la sortie du trace flag précédent côté client. Donc on va retrouver les mêmes informations que dans le schéma, sauf que ces informations sont agencées différemment. Alors une fois que les étapes de parsing et de binding sont passées, on va regarder s'il existe un plan pour la requête. Si oui, la requête est exécutée sur la base de ce plan. Le cas échéant, le processus d'optimisation démarre. Alors pour résumer son travail, c'est de générer et d'évaluer les plans d'exécution possibles. Donc un plan d'exécution, ça contient l'ensemble des opérations physiques pour obtenir un résultat. Donc à chaque opération logique correspond une voire plusieurs opérations physiques. Donc chaque plan a un coût, CPU et I/O. La finalité de cette phase d'optimisation, c'est de retenir le plan ayant le coût le plus bas. Alors il y a trois grandes étapes dans l'optimisation qui sont la simplification, donc les sous-requêtes sont converties en jointures, les jointures qui sont redondantes sont supprimées, les filtres sont appliqués le plus tôt possible, et puis il y a une détection des contradictions. Alors une contradiction, ça peut prendre la forme d'une contrainte. Là, typiquement, on a une requête qui fait appel à trois tables avec des jointures sur Customer, Sales Order Header et Sales Order Head Detail. Sauf que quand on affiche son plan d'exécution à cette requête, on se rend compte qu'il ne référence que les tables Sales Order Header et Sales Order Detail. La table Customer a été omise en fait. Alors, la première raison, c'est que dans la clause select, il n'y a pas de colonne appartenant à la table customer. Donc, pour le vérifier, on va afficher le plan de la seconde requête qui, elle, contrairement à la première,
dans cette clause select, fait appel à la colonne account number appartenant à la table customer. Et là, l'optimiseur est bien obligé de faire appel à la table customer pour pouvoir extraire cette information. Donc dans ce plan, on retrouve bien nos trois tables. Voilà. Alors il faut savoir également qu'il y a une contrainte de clé étrangère entre la table customer et sales order header, que voici, qui fait que on n'a pas forcément besoin d'évaluer s'il y a des enregistrements dans la table sales order header qui sont liés à la table customer. Finalement, c'est la clé étrangère qui le garantit, ça. Donc ce qu'on va faire, c'est désactiver provisoirement cette clé étrangère. Et on va revenir au plan de la première requête. Celle qui ne contient pas de colonne appartenant à la table customer dans la clause select. Toutefois, l'absence de clé étrangère fait que l'optimiseur est obligé d'évaluer le prédicat d'égalité entre la table customer et sales order header. Voilà. Donc là, en l'absence de clé étrangère, le plan référence bien les trois tables. Donc autre exemple de contradiction, hein, toujours basé sur les contraintes, mais beaucoup plus simple. Donc là encore, dans la table employée, il y a une colonne sick leave hour sur laquelle on a posé une contrainte qui impose la présence de valeurs comprises entre 0 et 120. Voilà. Donc on va afficher les plans d'exécution des deux requêtes. Il y en a une qui sélectionne les lignes dont la valeur de la colonne sick leave hour est inférieure à 120. Donc on est en conformité avec notre contrainte. Alors que la seconde requête, elle, demande les valeurs supérieures à 120. Donc cette fois, l'optimiseur ne se donne même pas la peine de parcourir la table. Ce qu'on peut voir en comparant les deux plans d'exécution. Donc pour la première requête, il y a bien un parcours des données qui se fait avec un index scan. Alors que pour la seconde requête, l'optimiseur, c'est d'avance, par la présence de la contrainte sur la colonne sick leave hour, que ce prédicat ne renverra aucune donnée. Donc en conclusion, le design de votre base va contribuer à l'optimisation des plans. Hein. Alors pour finir sur les contradictions, si les prédicats sont contradictoires, hein, donc indépendamment des contraintes, c'est pareil, l'optimiseur, il se donnera pas la peine de parcourir les données. Donc là, typiquement, dans cette requête, on demande la liste des produits dont l'identifiant est supérieur à 5 et inférieur à 4, ce qui techniquement n'est pas possible. Alors une fois que la phase de simplification est terminée, la phase plan trivial démarre. Donc l'optimiseur va déterminer au cours de cette phase s'il y a plusieurs plans possibles pour obtenir le même résultat. S'il n'y a qu'un chemin possible, le plan sera tagué comme étant trivial. Alors c'est une information qu'on peut relever à différents endroits. Donc sur le nœud route du plan, on a un attribut qui s'appelle Optimization Level et qui nous indique si le plan est trivial en fait. Et puis en consultant
le cache des plans d'exécution stockés au format XML que voici. Donc pour cette requête, l'optimiseur fera toujours un table scan. Voilà. Donc il n'y a qu'un chemin possible. Alors si le plan n'a pas été qualifié comme étant trivial, qu'est-ce qui se passe? SQL Server va lancer l'optimisation complète basée sur les coûts et les cardinalités. Donc une cardinalité, ça correspond au nombre de lignes estimées. Donc au cours de ce process, on va passer par des règles de transformation pour générer des plans alternatifs et sélectionner le plan ayant le coût le plus faible. Donc, une règle de transformation, ça peut consister à faire une agrégation juste avant une jointure pour diminuer la cardinalité en amont. Ce qui est le cas de la première requête. Donc là, on a une agrégation. Avant agrégation, on est à 31 000 lignes. Après agrégation, on tombe à 19 000 lignes. Donc la jointure, qui est utilisée après, va rapprocher des données dont la cardinalité a été réduite en amont dans la seconde entrée. D'accord ? Ça n'est pas le cas de la seconde requête, et pour cause. On a désactivé en fait en utilisant un query int la transformation qui consiste justement à faire une agrégation avant une jointure. Donc cette agrégation a été réalisée après, ce qui n'a pas permis de diminuer la cardinalité en amont encore une fois, et qui fait que on se retrouve avec un coût au global qui est légèrement plus élevé pour ce plan d'exécution que celui de la requête précédente, où il y a eu notre agrégation juste avant la jointure. Voilà. Alors, il y a 3 sous-étapes dans la phase d'optimisation complète, qui sont Search Zero. Donc cette étape, elle concerne les petites requêtes. Donc les règles de transformation qui sont appliquées sont basiques. Et à la fin de cette étape, le coût le plus faible est comparé à un seuil interne à SQL Server. Si le coût du plan est plus élevé que le seuil, la phase suivante est déclenchée. Phase suivante qu'on appelle Quick Plane ou Search One. Donc en fait cette étape elle concerne les requêtes un peu plus complexes. Il y a des transformations supplémentaires qui sont appliquées. Et le coût le plus faible est comparé à un second seuil, toujours interne à SQL Server. S'il est plus bas, le plan est sélectionné. En revanche, s'il est trop élevé et que le parallélisme est activé, on va comparer le coût le plus faible d'un plan sérialisé, donc exécuté sur un CPU, avec celui d'un plan parallélisé, donc exécuté sur un CPU. Et à ce niveau-là, aucun plan ne sera sélectionné. Il y a une dernière phase qui va être déclenchée. On appelle Full Optimization ou Search To. Donc cette dernière étape concerne les requêtes beaucoup plus complexes. Il y a des règles de transformation plus avancées qui sont appliquées, dont certaines sont spécifiques au parallélisme. Toujours est-il qu'au cours de cette phase, il y a un plan qui doit être sélectionné. Donc finalement, à l'issue de la phase d'optimisation complète, le plan d'exécution ayant le coût le plus faible est retenu, mis en cache, et la requête est exécutée sur la base de ce plan. Alors,
il y a une DMV qui est disponible pour obtenir des statistiques sur les plans d'exécution en général, où on va retrouver nos fameuses sous-étapes, celles qu'on a évoquées précédemment, donc Search 0, Search 1, Search 2. On va également pouvoir obtenir le nombre de statements cumulés qui concernent des inserts, des delays, des updates, etc. Le nombre de plans euh, qui ont été tagués comme étant triviaux, etc. Donc maintenant, on va revenir à notre requête de départ. Et afficher son plan d'exécution. Donc, ce plan d'exécution, encore une fois, il contient les opérateurs physiques pour réaliser des opérations logiques. Autrement dit, les algorithmes qui vont être appliqués pour obtenir un résultat à chaque étape. Typiquement, pour une opération logique de jointure, l'opérateur physique qui a été choisi, donc l'algorithme, c'est un hash-join. Voilà. En sachant qu'il y a 3 algorithmes possibles. Ce qu'il faut retenir pour les jointures, hein, ce qu'il faut retenir d'un plan, c'est que chaque étape a un coût exprimé en pourcentage. Donc on pourra en déduire très rapidement et très facilement à quels endroits la requête mérite d'être optimisée. Dans le détail de chaque étape, on va également retrouver les informations liées au coût I/O, le coût CPU, finalement la somme des deux, euh, le nombre de lignes et la taille estimée versus le nombre de lignes réelles, mais aussi le nombre d'exécutions de l'étape en sachant que elle peut s'effectuer en boucle. Hein. Donc ce nombre d'exécutions peut varier en fonction de l'opération physique et donc implicitement du nombre de lignes à brasser, mais aussi en fonction du max d'up. Voilà. Et puis il y a les flux de données là qu'on voit entre chaque étape. Et en fait, l'épaisseur nous donne une indication sur la volumétrie brassée avant et après chaque étape. Donc, pour prendre un exemple, avant l'opération d'agrégation, il y avait 26 000 lignes et après, on tombe à 567 une fois les données agrégées. Voilà. Et puis on a le nœud route du plan. Donc le nœud route va nous indiquer la taille du plan, le degré de parallélisme, si tant est qu'il soit actif, qui a été appliqué, les informations liées au coût, la quantité de memory grant. Alors, Memory Grant, c'est un espace mémoire qui est dédié à tout ce qui est opération de tri, donc tout ce qui est sort, mais aussi de hash pour tout ce qui est jointure et agrégation. Voilà. Euh, si on observe les propriétés de ce nœud route, on a également, en complément, tout ce qui est information liée à la compilation. Et puis on va retrouver notre fameux attribut, celui qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, donc Optimization Level, qui nous indique si le plan est trivial ou pas. Voilà. Alors,
Concrètement, que nous dit ce plan? Bah, sur la première entrée, donc la table Customer, on a parcouru l'intégralité de l'index cluster en l'absence de prédicat, ce qu'on appelle un index scan. Sur la seconde entrée, en revanche, du fait que on a un prédicat appliqué sur la colonne order date pour ne retenir que les commandes postérieures à 2006, il y a un indexing qui a été réalisé. C'est-à-dire qu'au lieu de parcourir l'intégralité de l'index, bah, en fait, on a juste parcouru la structure bitry. Ce qui revient en fait à parcourir le sommaire d'un livre hein, pour identifier un sujet. Alors ensuite, les deux entrées ont été jointes à l'aide d'un hash join. Alors c'est quoi le principe d'un hash joint? Bah, dans un premier temps, la plus petite entrée qui est détectée par l'estimateur de cardinalité et qui apparaît en haut et qu'on va appeler table de build sert de base pour la construction d'une table hash en mémoire. Ce qui va permettre le rapprochement avec la seconde entrée. Et cette jointure ne va se faire qu'en une fois. Voilà. Il y a une agrégation qui a été appliquée aussi, de type hash, donc en utilisant le même algorithme que pour la jointure, donc avec une table de hash en amont, qui a été générée en mémoire, sauf qu'en sortie, ben, on va obtenir une agrégation. Voilà. Soit le nombre de commandes par magasin. Et puis en dernier lieu, on a un opérateur scalaire qui a été utilisé pour convertir le nombre de commandes en int. Voilà. Alors, indépendamment de cette requête, un opérateur scalaire, ça peut aussi servir à la concaténation de valeurs ou encore à s'assurer qu'il n'y aura pas de division par zéro. Voilà. Alors, on va explorer d'autres plans d'exécution. Et on va également avoir recours à des int pour orienter les choix de l'optimiseur et donc générer des plans d'exécution alternatifs. Donc à l'arrivée, le plan ne sera pas forcément plus performant, hein, parce qu'en comparant les coûts, en règle générale, on constate que l'optimiseur remplit correctement sa fonction. Cela étant, dans certains cas, on pourra passer outre certaines limitations de l'optimiseur en utilisant des int. Mais le but, dans le cas présent, c'est plutôt de générer différents plans pour décrire les principaux opérateurs physiques. Alors il y a trois sortes de int. Hein. Il y a les query int qui utilisent le mot-clé option et qui concerne la requête. Hein. Donc dans ce premier exemple, ce qu'on va faire, c'est désactiver le parallélisme au niveau de l'instance, en sachant que le maxdop est positionné à 4. Voilà. Ce qui va avoir pour effet de vider le cache des plans d'exécution. Voilà, comme suit. Donc là, on désactive le parallélisme. Et là, il n'y a plus de plan. Voilà. Et en fait, au niveau de la requête, donc on a spécifié le traceflag 8649 pour forcer le parallélisme en dépit du fait qu'il soit désactivé au niveau de l'instance. Et on a également indiqué qu'on souhaitait utiliser un maxdop à 4 pour la requête. Voilà. Donc, la première chose qu'on constate, c'est que le parallélisme a bien été forcé.
Et d'ailleurs, il y a des opérateurs spécifiques au parallélisme qu'on appelle des opérateurs exchange qui apparaissent. Là, il y en a 2 sur 3. Il y a repartition stream qui, entre 2 étapes, va récupérer la sortie de nthread et récupérer la charge de travail, redistribuer pardon, la charge de travail à nthread en sortie. Et il y a GetterStream qui lui va simplement récupérer la sortie de nthread et repasser sur une exécution sérialisée. Et si on y regarde de plus près, plus particulièrement la fonction d'agrégation, ben on observe que la charge de travail a bien été répartie entre 4 CPU. Donc, on va retrouver nos prédicats. Donc, je vais essayer d'afficher la requête en même temps, ce sera plus parlant. Donc, le premier prédicat porte sur la table product pour ne retenir que les produits dont le poids excède 10 livres, on va dire. Sur la seconde entrée, on va retrouver la sélection des commandes du mois de janvier 2007, toujours sous forme de prédicat, sur la table Sales Order Detail. Voilà. Alors, il y a également un opérateur sort qui est présent, donc qui précède donc qui va consister à trier les données et qui précède un stream aggregate pour l'agrégation. Donc cet opérateur physique, en fait, le stream aggregate, est choisi par l'optimiseur quand il y a une faible volumétrie, contrairement au hash aggregate. Et en cas d'agrégation scalaire, c'est-à-dire que c'est pour des requêtes où on n'a pas spécifié de clause group by dans la requête. Voilà. Et puis on a également un merge join pour le rapprochement entre les 2 entrées au niveau de la jointure. Alors, contrairement au hash join, les entrées doivent être triées en amont, ce qui est déjà le cas sur la première entrée par la présence de l'index cluster. Alors, si les entrées ne sont pas triées, soit l'optimiseur va ajouter un opérateur sort, soit il va s'orienter vers un hash join, tout simplement. Donc, en quoi ça consiste un merge join? Bah, la plus petite entrée qui est détectée par l'estimateur de cardinalité est placée en haut. Et en fait, le rapprochement entre les données se fait sur la base de données triées en amont et en une fois. Voilà. Alors, deuxième exemple. On utilise un int de type join. Donc, c'est un int qui va être appliqué sur la jointure, comme son nom l'indique. Et donc là, le but, c'est de forcer l'utilisation d'un nested loop au niveau de la jointure, donc étant donné que dans les cas précédents, on a déjà parlé du hash joint et du merge join. Alors, en quoi ça consiste un nested loop? Comme d'habitude, hein, la plus petite entrée qui est détectée par l'estimateur de cardinalité
et qui apparaît en haut va servir de base en fait pour qualifier la seconde entrée. Et en fait, ce processus de qualification, contrairement aux jointures précédentes, il va s'exécuter autant de fois qu'il y a de lignes présentes dans la seconde entrée. Ce qui explique que par défaut, le nested loop il n'est employé que sur une volumétrie limitée, contrairement au join et au merge join. Alors on a un opérateur supplémentaire qui est apparu, qui est le lazy spool. Alors en fait, cet opérateur il va permettre d'isoler les données qui nous intéressent dans un espace temporaire sur lequel, dans le cas présent, le process de qualification va boucler. Voilà. Alors, cet opérateur est inapproprié là pour la requête. En fait, sa présence est due au fait que on ait forcé un nested loop sur un left join. Sinon, il n'apparaîtrait même pas. Et il y a quelque chose qui est un peu étrange quand on regarde les flux de données de plus près, c'est qu'avant cette étape, on est à 1227 lignes et après on tombe à 618 408 lignes, ce qui n'est pas négligeable. Et puis d'habitude, c'est plutôt le contraire, on a une cardinalité qui diminue. Alors là, elle augmente. Alors, à quoi ça correspond ce chiffre? Donc sur la première entrée, on a notre prédicat pour filtrer les products dont le poids est supérieur à 10, sauf que bah, on se rend compte, quand on y regarde de plus près, au niveau de la seconde entrée, donc, que ce tablespool en fait stocke le résultat de cette requête. Alors cette requête, c'est le produit de sales order detail couplé à product avec le prédicat appliqué sur sales order detail pour ne retenir que les commandes du mois de janvier 2007. Voilà. Donc le processus de qualification va boucler là-dessus. Voilà. Et puis on va retrouver encore une fois une agrégation et puis une fonction scalaire, etc. qu'on a déjà évoqué tout à l'heure. Alors, il y a également les table int. Les table int qui utilisent le mot-clé with. Hein. Donc ils vont s'appliquer à une table. Donc les plus familiers, c'est les locking int en fait, hein, ceux qui vont permettre d'intervenir sur la concurrence en fait. Donc il faut savoir que ces locking int en fait n'entraînent aucun changement dans les plans. Donc là, typiquement, on a une première requête qui utilise un alloc et puis la seconde qui utilise un updloc. Cela étant, c'est les mêmes requêtes, les plans sont identiques. Donc voilà, le fait de les utiliser, ça ne changera pas vos plans encore une fois. Contrairement à ceux qui permettent d'intervenir sur l'utilisation d'index, qui sont toujours des table int. Donc là, typiquement, on a une requête où on va forcer l'utilisation de l'index cluster. Alors ça peut être pour éviter un key lookup qu'on verra un peu plus tard, ou encore éviter d'avoir à créer un index supplémentaire quand il y en a un qu'on estime suffisamment couvrant. Et puis dans le second cas, bah, en fait, donc dans la seconde requête, on force l'utilisation d'un index seek. Voilà, donc
le fait de parcourir que la structure de l'index, voilà, et pas l'intégralité. Alors on a parlé de coût, de cardinalité dans le processus d'optimisation, de plan d'exécution. Alors la question qui se pose, c'est comment l'estimateur de cardinalité estime le nombre de lignes à chaque étape du plan. En fait, il va se baser sur les stats. Et les stats, ça va nous donner des indications sur la distribution des données. Alors, sur la distribution des données, pour une colonne ou un ensemble de colonnes, et donc d'estimer le nombre de lignes pour un prédicat. Alors, si tant est que la création automatique des statistiques soit activée sur votre base, il y a des stats qui sont générées automatiquement par SQL Server pour combler les besoins de l'estimateur de cardinalité. On les reconnaît très facilement à leur nomenclature de nommage. Ils sont toujours préfixés de la même manière. Voilà. Là, cette partie contient la position de la colonne, et puis celle-ci, je crois, correspond au nom de la table en valeur exa ou quelque chose comme ça. Voilà. On peut créer des stats manuellement aussi, donc, indépendamment des index. Dans quel cas on va le faire? Quand l'option de création automatique des stats n'est pas activée au niveau de la base, ou pour des besoins ponctuels. Et puis il y a les stats créées implicitement par l'ajout d'index, comme c'est le cas ici. Donc derrière chaque index, il y a une stat. Voilà. Alors, pour ce qui est de la mise à jour automatique des stats, si elle est activée par défaut au niveau de la base, elle se déclenche quand 20% de la taille la table est modifiée, plus 500 lignes. Voilà. Ce qui peut être problématique pour de grosses tables, ce qu'on évoquera tout à l'heure. Donc ce qu'on va faire, c'est utiliser la commande dbcc show statistique pour visualiser en fait le contenu d'une stat. Donc en l'occurrence, celle de la colonne city provenant de la table adresse. Voilà. Et en fait, il y a 3 informations qui vont fortement nous intéresser. La première, c'est le nombre de lignes dans la table. Voilà. La seconde, c'est la densité. Alors, pour la densité, le calcul est très simple. C'est 1 divisé par le nombre de valeurs distinctes pour la colonne city. Et puis on a l'histogramme que voici. Donc l'histogramme, en fait, il contient 200 étapes calculées sur l'ensemble de la table. Et donc concrètement, que nous indique cet histogramme? Que pour cet intervalle, là on voit pas très bien, donc entre la valeur Abington et Ballard, il y a 29 lignes. Et que parmi ces 29 lignes, il y a 19 lignes, 19 valeurs distinctes, pardon. Voilà. Et que la moyenne de ces valeurs distinctes, pour cet intervalle, donc entre la valeur Abington et Ballard, il y a 1,5
valeur distincte en moyenne. Soit 29 divisé par 19. Et enfin, que pour la valeur Ballard spécifiquement, il y a 69 lignes. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la pratique. On va passer à la pratique en essayant de comprendre comment travaille l'estimateur de cardinalité et puis de capter les différences entre l'ancienne version, donc celle qui est antérieure à SQL Server 2014, et la nouvelle. D'où l'utilisation de trace flag d'ailleurs. Euh, donc respectivement 9480 pour utiliser l'ancien estimateur de cardinalité et le trace flag 2312 pour utiliser la nouvelle version. Voilà. Donc celle qui est fournie avec SQL Server 2014. Alors premier exemple. Donc, on utilise un prédicat d'égalité sur la colonne Product ID. Donc, on souhaite avoir le nombre de commandes concernées par le Product ID 709. Et donc, l'ancien estimateur de cardinalité évalue qu'il y aura 188 lignes en sortie. Le nouvel estimateur de cardinalité fait exactement la même remontée, 188 lignes. D'où vient cette valeur? On va afficher les stats. Et ce qu'on va faire, c'est dans l'histogramme, se concentrer sur le product ID égale 709, que voici. Donc, pour la valeur 709, il y a 188 lignes. Voilà. Deuxième exemple. On va prendre un autre product ID, mais c'est la même requête que la précédente. Donc, on compte le nombre de commandes dont le product ID est égal à 943. Même combat. Donc l'ancien estimateur de cardinalité évalue qu'il y aura 27 lignes,33 en sortie, ce qui déjà m'interpelle du fait que ça n'est pas un entier. Le nouvel estimateur de cardinalité fait exactement la même évaluation. Mais d'où sort ce chiffre? Donc on va afficher les stats encore une fois et on va aller chercher le product ID égale 943. Un manque de bol, il n'existe pas. Mais c'est pas bien grave. Ce que fait l'estimateur de cardinalité dans ce cas-là, quand l'étape n'est pas présente, c'est qu'il va prendre la valeur la plus proche supérieure. Donc là, en l'occurrence, 944. Et il va prendre la moyenne des valeurs distinctes présentes dans cet intervalle. Donc entre 940 et 944, soit le nombre de valeurs présentes dans cet intervalle, donc 82 divisé par 3. Voilà. Troisième exemple. Toujours la même requête. Sauf que cette fois, au lieu de
de spécifier la valeur en dur, pour le product ID, on va passer par un paramètre. C'est la seule différence, hein. Donc on veut compter le nombre de commandes dont le product ID est égal à 709. Donc la petite différence déjà, on n'est plus à 188, contrairement à la première requête. Donc l'ancien estimateur de cardinalité estime que il y aura 456 lignes et des bananes en sortie. Pareil pour le nouvel estimateur de cardinalité. Même estimation. Donc on va regarder les stats. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que l'optimiseur, quand on passe la valeur sous forme de paramètres, il n'est pas capable de l'évaluer en fait. Donc il va utiliser deux autres indicateurs qui sont, je vais y arriver, le nombre de lignes totales dans la table et la densité. Et le calcul est le suivant. En fait, il va multiplier la densité, soit 1 divisé par le nombre de valeurs distinctes pour la colonne Product ID, ce qui va nous donner ça, par le nombre total de lignes dans la table. Donc 121 317. Et ça nous donne 456 et des bananes. Voilà. Donc le fait que l'optimiseur soit pas capable d'évaluer la valeur du paramètre, ça nous renvoie à ce qu'on appelle le parameter sniffing. Alors le parameter sniffing, c'est pas nécessairement un problème tant que la distribution des données est homogène. Voilà. On l'évoquera un peu plus en détail tout à l'heure. Quatrième exemple. On utilise un prédicat, mais sur un range de données. Donc on veut compter le nombre de commandes pour qui ont un product ID supérieur à 489. Donc l'ancien estimateur de cardinalité estime qu'il y aura 2981 lignes. Pareil pour le nouvel estimateur de cardinalité, 2981. Donc, on va revenir sur les stats et plus précisément sur l'histogramme. Et on va se concentrer sur les valeurs qui sont conformes à ce prédicat. Donc tous les product ID supérieurs à 989. Et là, je vais passer par Excel pour vous montrer le calcul. Ce sera plus simple. Donc que fait l'estimateur de cardinalité? En fait, il va exploiter la somme du nombre de lignes présentes dans chaque intervalle plus la somme du nombre de lignes pour chaque valeur. Voilà, ce qui va nous donner 2981. Voilà. Alors, il y a aussi des cas où l'estimateur de cardinalité, quelle que soit la version, n'exploitera ni l'histogramme, ni la densité, ni le nombre de lignes dans la table. Enfin non, c'est pas tout à fait vrai. Si, il va exploiter le nombre de lignes. Typiquement, pour ce prédicat,
c'est exactement la même requête que tout à l'heure. Donc on souhaite compter le nombre de commandes dont le product ID est supérieur à 489. Sauf qu'au lieu de passer la valeur en dur, on passe encore par un paramètre. Et donc là, l'ancien estimateur de cardinalité nous indique qu'en sortie, il y a potentiellement 36 395 lignes et des bananes. Et le nouvel estimateur de cardinalité, pareil, même combat. On a le même chiffrage, donc 36 000 et des bananes. Donc on va retourner sur les stats. Et en fait, qu'est-ce que ça représente 36 000? Bah, c'est 30% du nombre de lignes présentes dans la table en fait, tout simplement. C'est un calcul arbitraire. Alors il y a d'autres cas où ce sont des pourcentages qui sont utilisés. Mais bon, on va pas les détailler, hein, tous. Mais voilà, faut le savoir. Donc on peut exploiter la densité, on peut exploiter un pourcentage du nombre de lignes totales dans la table, comme on peut exploiter l'histogramme. Voilà. Donc maintenant, on va compliquer un petit peu le schmilblick avec une requête qui utilise plusieurs prédicats. Donc, dans la requête, on souhaite sélectionner les employés qui dans l'organigramme sont au niveau 4, dont le job est production technician, etc. et de sexe masculin. Voilà. Donc on cumule 3 prédicats. Donc, l'ancien estimateur évalue qu'en sortie, il y aura 12,10 lignes et des bananes. Alors que le nouvel estimateur, lui, évalue que, pardon, il y aura 19 lignes, 3 des bananes. Donc là, on commence à avoir des différences. Alors, il y a un point commun néanmoins, bien que l'estimation soit différente entre les deux estimateurs de cardinalité, c'est que tous les deux exploitent la sélectivité. Alors, la sélectivité, en fait, ça consiste à diviser le nombre de lignes pour un prédicat par le nombre de lignes totales dans la table. Donc, pour ce prédicat, Organization Level égale 4, il y a 190 lignes qu'on va diviser par le nombre total de lignes dans la table, soit 290. Et on va faire la même chose pour les autres prédicats. Voilà. Mais il y a quand même une nuance. Il y a quand même une nuance dans le calcul entre le nouvel estimateur de cardinalité et l'ancien. En fait, le nouvel estimateur de cardinalité, en plus de la sélectivité, il va également exploiter en fonction de la position et qui est déterminée par le fait que la sélectivité soit restrictive, enfin la plus restrictive possible, on va dire, il va exploiter en plus la racine carrée, autant de fois que nécessaire. Voilà. Donc, dans le détail,
le calcul pour l'ancien estimateur de cardinalité ressemble à ça, alors que pour le nouvel estimateur de cardinalité, ben, on retrouve bien cette notion de racine carrée pour le calcul de la cardinalité. Et donc là, ben, on retombe bien sur nos petites pattes. Donc l'ancien estimateur de cardinalité estimait qu'il y avait 12 lignes et des bananes en sortie potentielle, alors que le nouveau, lui, nous indiquait qu'il y en avait 19 000. 19, pardon, excusez-moi. Voilà. Donc on va prendre un dernier exemple. Ce qu'on va faire, c'est injecter de nouvelles données dans une table existante. Mais alors parmi ces nouvelles données, plus spécifiquement pour la colonne order date, il y a une valeur qui n'est pas présente dans l'histogramme, qui est complètement en dehors en fait du range couvert par l'histogramme. Donc là, c'est le 2 février 2014. Donc je vous montre l'histogramme. Donc on part du 1er juillet 2005 et ça va jusqu'au 30 juillet 2008. Donc cette date n'est pas couverte par l'histogramme. Donc on va injecter les données. Donc 50 lignes. Et on va regarder les estimations qui sont faites à l'arrivée. Bah en fait, l'ancien estimateur de cardinalité, lui, quoi qu'il arrive, il est toujours à 1. Voilà. Il estime qu'il y aura une ligne en sortie. Alors que le nouvel estimateur de cardinalité, lui, je vais y arriver, bah, il estime qu'il y aura je ne vais pas y arriver. Donc je disais donc, le nouvel estimateur de cardinalité lui estime qu'il y aura 28 lignes et des bananes à l'arrivée. Contrairement à l'ancien. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'une nouvelle fois, dans le cas présent, le nouvel estimateur de cardinalité exploite la densité et le nombre de lignes totales dans la table. Donc la densité, pour rappel, 1 divisé par le nombre de valeurs distinctes pour la colonne order date multiplié par le nombre total de lignes présentes dans la table. Et donc on tombe à 28 et des bananes. Voilà. Alors il y a d'autres différences entre l'ancien estimateur de cardinalité et le nouveau, au niveau des jointures par exemple, que je vous invite à explorer par vous-même. Donc maintenant on va passer à la phase de troubleshooting entre guillemets. Donc on va continuer à explorer un petit peu nos plans. Pour le cas d'un key lookup. Donc le key lookup, c'est un opérateur qui est assez récurrent. Donc en fait, on a deux requêtes. On a deux requêtes qui vont sélectionner les adresses avec un state province ID différent. Voilà. Donc la première ne sélectionne que les state province ID égale 32. Alors que la seconde requête sélectionne les adresses dont le state province ID est égal à 20. C'est la même requête, hein. C'est la même requête sauf que la valeur change. Donc qu'est-ce qui se passe dans la première requête? Bah, y a un index seek qui est effectué sur l'index qui porte sur state province ID. C'est-à-dire que
Là, il a trouvé son bonheur, il n'y a pas de souci, il n'a pas dû parcourir tout l'index. En revanche, il y a l'opérateur keylookup qui apparaît juste en dessous. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la clause select, on fait appel à des colonnes qui ne sont pas couvertes par l'index qui porte sur state province ID. Tout simplement. Donc pour la seconde requête, étant donné que la cardinalité était plus importante, donc dans la première requête on renvoie une ligne alors que dans la seconde requête on renvoie 308 lignes, et ben en fait il a estimé que l'optimiseur que c'était plus pertinent de faire un index scan de l'index cluster pour extraire ces informations complémentaires, en sachant que l'index cluster, il contient toutes les colonnes. Voilà, en plus d'être trié. Donc il y a plusieurs solutions hein, pour contourner ce key lookup, hein, qui peut être plus ou moins coûteux suivant la cardinalité. C'est de compléter un index existant pour qu'il soit suffisamment couvrant, ou alors d'en créer un nouveau. Donc là j'ai pris un exemple où on va créer un index qui porte toujours sur le state province ID, sauf que dans la clause include, on va spécifier les colonnes qui ne sont pas utilisées dans le prédicat, mais celles qui apparaissent dans la clause select. Voilà. Donc on va le créer. Et là, au final, les plans sont identiques, quelle que soit la cardinalité. Voilà. Alors on va revenir à un plan trivial. Et ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est injecter des données dans une nouvelle table. Voilà. Sur cette nouvelle table, on va faire une requête. Une requête et afficher son plan qui nous indique que il a été tagué comme étant trivial. Voilà. Soit. Ce qu'on va faire, c'est créer un index lambda dont la finalité n'est pas de couvrir les besoins de la requête précédente. On s'en fout. Et puis on va réexécuter notre requête. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Bonne nouvelle, le plan n'est plus trivial, il est full. Parfait. Ce qui induit une autre bonne nouvelle, c'est que maintenant que le plan est passé à full, la détection des index manquants pour l'optimiseur est possible. Voilà. Donc là, il nous remonte un index manquant qui n'est pas déconnant par rapport à la requête précédente et qui ressemble un peu à celui qu'on a créé précédemment pour éviter le syndrome du key lookup avec un include dedans, etc. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle, dans la mesure du possible, il faut éradiquer tout ce qui est plan trivial, parce que ça ne vous permettra pas de détecter les index manquants. Alors je vais nuancer mon propos, parce qu'il faut savoir que la détection d'index manquants par l'optimiseur fait l'objet de limitations quand même. Je ne veux pas dire qu'il vous remonte tout et n'importe quoi, mais avant de créer un index, il faut y réfléchir à deux fois quand même. Il faut y réfléchir à deux fois parce que vous pouvez être dans un contexte de production où vous n'avez pas toujours la possibilité de créer un index à un instant T, particulièrement quand cet index concerne une table qui est volumineuse. Un index, ça prend de la place aussi. Donc c'est pas négligeable.
en fonction du nombre d'index présents sur une table, ça va aussi ralentir d'autant vos mises à jour. Parce qu'on met à jour les données, mais il faut aussi mettre à jour les index qui sont liés à ces données. Euh, c'est pas négligeable non plus. Et puis, ça peut aussi, et ça c'est beaucoup moins drôle, augmenter le risque de deadlock. Alors, le cas le plus connu, c'est lors de la maintenance des index, quand on reconstruit des index hors ligne. Mais c'est pas le seul cas en fait. Euh, donc, quand il y a un deadlock, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a deux transactions qui sont en conflit. Mais ces conflits, ils peuvent concerner les données, mais ils peuvent aussi concerner les index. Donc voilà, c'est encore une fois, avant d'envisager de créer un index, réfléchissez-y à deux fois, regardez s'il n'y en a pas un qui peut être suffisamment couvrant, quitte à le forcer, au moins provisoirement. Voilà. Pour revenir à nos plans d'exécution, l'utilisation de variables tables. Alors, les variables tables, c'est pratique, on n'a pas besoin de les dropper à la fin. C'est pratique pour éviter les recompilations, etc., etc. Mais il y a d'autres inconvénients. Alors, on va montrer un exemple. Donc dans cet exemple, ce qu'on fait, c'est que on crée une variable de petite table dans laquelle on injecte 1000 lignes. Voilà. Donc la première requête, on a une première requête qui n'utilise pas de trace flag, contrairement à la seconde qui utilise un trace flag particulier, le 2453, couplé à une recompilation. Et qu'est-ce qu'on observe en fait dans les plans? Ben, on observe que la première requête, elle fait toujours la même estimation, hein, en l'absence de stats sur les variables de type table. Alors que la seconde requête, de par l'utilisation du trace flag 2453, corrige le problème. Donc, tout ça pour dire que c'est pas pour rien que Microsoft préconise d'utiliser les variables de type table sur de faibles volumétries. Alors, de mémoire, je crois que c'est pour moins de 100 enregistrements, quelque chose comme ça. La raison, c'est qu'il n'y a pas de stats, donc que l'estimation n'est pas pertinente, sauf si on force, ce trace flag. Alors, il y a une autre solution intermédiaire qui consiste en fait à utiliser une table temporaire de type dièse qui, elle, sans l'utilisation de trace flag, évidemment, puisqu'il y a des stats, va permettre de faire une bonne estimation de la cardinalité. Voilà. Et alors, pour revenir à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, donc au paramètre sniffing, ben, on va reprendre notre exemple précédent, donc qui consiste à compter le nombre de commandes pour un product ID. Donc pour rappel, pour les commandes qui ont un product ID égal à 709, on a 188 lignes remontées dans l'estimation. Ce qui est vrai quand on consulte l'histogramme, pas de souci. Sauf que quand on passe cette valeur sous forme de paramètres, le calcul est différent, puisqu'encore une fois, l'optimiseur n'est pas capable d'évaluer la valeur de ce paramètre. Donc là, le calcul va se baser sur la densité fois le nombre de lignes totales dans la table, donc 456. Mais concrètement, comment on peut faire pour contourner ce problème? Bah, il y a les query int, hein, toujours.
les query int, et plus particulièrement optimize for. Voilà. Donc qu'est-ce qui va permettre de faire? Ben, en fait, il va permettre là de faire une bonne estimation dans le cas présent, puisque j'ai spécifié que je souhaitais utiliser comme valeur modèle 709. Donc là, j'ai bien 188 qui remonte, pas de souci. Cela étant, j'aurais pu prendre une autre valeur. Une autre valeur euh, qui me semblerait être la plus représentative de la distribution des données pour la majeure partie des cas. Donc j'aurais pu prendre 944. Voilà. Donc ça, il faut vraiment le prendre comme étant une valeur modèle, représentative de la distribution des données en général. Voilà. Seconde alternative, bah, c'est de recompiler, hein, donc de forcer l'évaluation de la valeur. Voilà, tout simplement. Et là, on tombe juste. On est bien à 188 lignes. Pas de souci. Autre alternative, exploiter à nouveau le query in optimize, sauf que on va l'optimiser pour une valeur qu'on ne connaît pas. Ce qui revient en fait à réutiliser, à réexploiter pardon, la densité et le nombre de lignes totales dans la table. Voilà. Alors, pour parler rapidement de la mise à jour des stats. Donc, dans un monde idéal, elle doit être automatique, cette mise à jour. Néanmoins, le seuil de déclenchement n'est pas forcément adapté. Il n'est pas forcément adapté pour des tables qui ont une volumétrie importante. Typiquement, si on souhaite déclencher la mise à jour des stats automatiques sur une table qui stocke 200 000 lignes, bah, faudra qu'il y ait un petit peu plus de 40 000 lignes qui soient modifiées. Donc soit 20% plus 500 lignes. 20% de la table. Donc pour contourner ce problème, on peut utiliser le tracelag 2371 qui va permettre en fait d'utiliser le seuil suivant. Donc si vous modifiez de mémoire 25 000 lignes au moins, quelque chose comme ça, bah, ça va déclencher la mise à jour des stats. Voilà. Si cette mise à jour de stats, elle est problématique en termes de performance. Avant d'envisager de la désactiver, ce qui est vraiment le pire du pire, essayez d'utiliser le mode de mise à jour en mode asynchrone. Je m'explique. Qu'est-ce qui se passe en mode synchrone? Quand il y a une stat qui a été taguée comme étant obsolète, la requête qui suit derrière et qui utilise un plan qui exploite cette statistique, ben en fait, elle va être mise en attente, le temps de la mise à jour. Donc il va y avoir une mise à jour de stat, et ensuite la requête pourra être compilée et s'exécuter. Dans le mode asynchrone, ça se fait en arrière-plan. C'est-à-dire que les requêtes qui vont arriver, en fait, vont continuer à se baser sur des stats obsolètes le temps que la mise à jour de la stat soit complète, mais elles ne devront pas attendre. Voilà. Alors dans votre maintenance, dans la mesure du possible, utilisez du full scan. Maintenant, si il y a des objets qui ont une taille relativement importante et que ça prend trop de temps, si la distribution des données est homogène, n'hésitez pas à faire du sample, c'est-à-dire qu'on prend un échantillon de la table qui peut être basé sur un pourcentage. Donc je sais pas, je dis n'importe quoi, 20% de la table par exemple. Donc
C'est là-dessus on va se baser pour générer histogrammes, etc. Donc encore une fois, c'est pas forcément rédhibitoire tant que la distribution des données est homogène. Euh, mais pour revenir au gros stable, euh, ou dans le cas des statistiques qui sont générées automatiquement et qui sont utilisées ponctuellement, n'hésitez pas à désactiver individuellement la mise à jour de stats en utilisant l'option Neurocompute, tout en gardant la mise à jour des stats automatiques en parallèle. Voilà. Donc l'option Neurocompute, bah, ça va exclure ces stats du process de mise à jour automatique en fait, tout simplement. Soyez attentif aussi à la maintenance qui est faite sur votre base et plus particulièrement à la maintenance des index qui est en corrélation avec les stats. Pourquoi? Parce que quand vous faites un rebuild d'index, implicitement la stat est mise à jour. Donc évitez de le faire deux fois. C'est lors du reorganize en fait que vous devrez explicitement mettre à jour votre stat. Et puis les stats, c'est comme les index, hein, faut les nettoyer régulièrement, hein, et puis particulièrement celles qui sont générées automatiquement par SQL Server. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas de redondance aussi avec des index que vous avez créés entre-temps. Donc nettoyez-les régulièrement. Alors, vous allez aussi pouvoir améliorer la pertinence de vos plans euh, en améliorant la précision des stats, ce qui peut se faire de plusieurs manières. Vous pouvez créer des stats basées sur des colonnes calculées. Comme vous pouvez créer des index, des stats filtrants, comme les index. C'est pareil. Voilà. Donc n'hésitez pas à y avoir recours. Et puis, ça va aussi vous permettre, dans le cas des index filtrants, euh, de pallier au fait que la distribution n'est pas forcément homogène. Voilà. Et puis en dernier lieu, si vous constatez des différences entre le nouvel estimateur de cardinalité et l'ancien, vous avez toujours la possibilité de forcer l'utilisation de l'un ou de l'autre via les trace flags qu'on a utilisés tout à l'heure, donc le 9481 et le 2312. Voilà, donc n'hésitez pas à switcher si vous estimez que l'estimateur de cardinalité n'est pas pertinent, voilà, dans certains cas. Donc ce webcast est terminé. À bientôt.